s'exprimer savent que c'est un homme extrêmement chaleureux, méditerranéen au vrai sens du terme, et qui en plus nous parle de choses graves, mais sait le faire en nous donnant envie de lire et d'écouter ce qu'il dit. Je remercie donc les rencontres de Genève grâce auxquelles cette rencontre se fait aussi en partie, on en parlera tout à l'heure. Et j'accueille aussi avec plaisir Pascal Chouvet, un habitué des lieux, qui sait plus que quiconque, essayer de faire parler des auteurs, pas sous la torture, mais sous le feu brûlant de ces questions, toujours à propos. Donc je vous passe la parole maintenant. Merci beaucoup Vera. Bonjour à tous, ravi de vous voir aussi nombreux. Bonjour Boilem Sansal. Vous êtes ingénieur et économiste de formation. Vous vivez à Boumerdès, près d'Alger. Vos romans et vos essais vous ont valu autant de reconnaissances internationales, dont le prestigieux prix de la paix des libraires allemands, que de critiques dans votre pays. Limogé en 2003 de votre poste de direction au ministère de l'Industrie, censuré par le régime de Bouteflika, vous n'en poursuivez pas moins une œuvre d'irréductible critique des dérives du système politique algérien et au-delà des frontières de vigile de l'esprit démocratique. Le Serment des barbares, votre premier roman paru en 1999, reçoit le prix du premier roman et le prix Tropique. L'enfant fou de l'arbre creux sort en 2000, 10 mois le paradis en 2003, Poste restante Alger, lettres de colère et d'espoir à mes compatriotes en 2006, Le village de l'Allemand en 2008, il remporte celui-là le Grand Prix de la francophonie, Rue Darwin en 2011, prix du roman arabe, et puis en août dernier, 2084, La fin du monde, Grand Prix du roman de l'Académie française. C'est ce dernier roman qui va nous occuper essentiellement aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans 2084, une première question sur votre entrée à vous en littérature, parce que votre premier roman paraît alors que vous avez 50 ans. Rachid Mimouni vous incite à écrire, mais j'imagine qu'il y a d'autres raisons. Ça devait vous titiller depuis un moment quand même. C'est toujours très difficile de mettre des raisons sur ces actes et ces faits et gestes. C'est la vie qui commande. Moi, je n'avais jamais pensé à écrire. Voilà. Je suis un scientifique, j'étais bien dans mon parcours de vie. Je suis un ingénieur, un économiste, et bien un touche-à-tout. Plutôt passionné par ce que je faisais. Donc, mais j'étais évidemment un grand lecteur, ça c'est sûr, je lisais beaucoup. J'ai été le premier lecteur de Rachid Mimouni. C'était un voisin, un copain de fac, voisin de travail, et on habitait le même bâtiment. Et c'est moi qui lisais, j'étais son premier lecteur. Et je crois que j'étais un très bon conseiller. Parce que ses premiers romans étaient tout à fait imbuvables. Et je le lui disais, et je crois que c'est ça qui l'a amélioré. Parce qu'un jour, donc le premier roman, c'était Sinistre. Il a été quand même publié, mais en Algérie, charcuté de... C'est-à-dire qu'il y avait une page écrite et une page blanche. Il y avait à l'époque la commission de censure, et puis ils travaillaient au ciseau, pas... Hop, on coupe, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, il ne restait plus rien. Mais c'est drôle, on publie comme ça, et des gens achètent des romans, il y a une page sur deux. Le deuxième était encore un peu moins horrible. Et le troisième, j'y croyais pas, parce que je disais, écoute, arrête, tu n'as pas de talent, hein, il faut en rester là. Et le troisième manuscrit, c'était fabuleux, quoi. J'ai une page, deux pages, et je l'ai lu. Il lui a donné un titre, mais alors ça, il n'a pas raté ça, un titre abominable. Le fil et le métier, ça faisait vieux roman du 19e siècle, très provincial. Et je lui dis, mais lui, ça lui plaisait. Mais alors, ça, tu ne peux pas le publier en Algérie. Il faut absolument que c'est impossible. Tu vas être arrêté, fusillé. Et finalement, j'avais un ami, fonctionnaire comme moi, qui avait quitté le pays, qui est parti en France, et il a monté une petite maison d'édition. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai un ami qui est éditeur. Ah bien, d'accord, bon, on va lui envoyer. En fait, il n'était pas éditeur.
il imprimait des prospectus. C'est tout et les menus de restaurant. Mais sur sa carte de visite qu'il m'avait donnée, c'était marqué éditeur. Et moi, pour moi, les éditeurs, c'est des gens qui éditent des bouquins. En fait, il n'éditait rien du tout. C'est des menus de cuisine, des choses comme ça. Mais c'est très sympathique. Enfin, il a fait ça pour vivre, hein, donc il fallait bien vivre. Mais il lui a dit, mais écoute, j'ai quelques introductions dans les milieux d'édition. C'est Lafon qui décide de publier. Et il a trouvé le titre qui a fait le succès du roman, Le fleuve détourné. Le fleuve, dans le sens la révolution algérienne. Parce que les Algériens parlent de leur guerre d'indépendance et tout ça. Ils l'appellent révolution. Voilà, on sort des ténèbres de la colonisation et on entre dans un truc merveilleux et détourné parce que, évidemment, les dictateurs ont... Alors ça, c'est pour ça a été l'entrée. un succès formidable. C'est pour l'entrée en littérature Et de alors, Rachid il dit- Mimouni, mais Ouais. la vôtre. Je vais formuler ma question autrement. Oui, oui, Euh, c'est ta faute si tu bah m'as oui, orienté c'est sur comme ça. Mimouni. Je parle de Mimouni, c'était mon copain, il est mort. Et c'est un grand regret. Est-ce que votre entrée en littérature, c'est pas aussi une manière de lutter contre une forme de désespoir? Parce qu'à l'exception notoire de l'enfant fou de l'Arbre creux, on a le sentiment que l'espérance, c'est une sorte de luxe dans l'Algérie que pourtant vous aimez énormément. Non, pas du tout. C'est que, bon, on vivait notre petite vie tranquille de citoyens vivant dans une dictature, c'est confortable, on n'a rien à gérer, on s'occupe de rien. L'Algérie était relativement riche, hein. Bon, pas trop de soucis, quoi. C'est comme j'imagine les Cubains, là, ils sont, ça va, quoi. Donc, il n'y a pas de raison de changer de. Mais patatras, la guerre, et la pire des guerres, la guerre civile. C'est-à-dire vous faites la guerre, pas à quelqu'un qui est en face, c'est quelqu'un qui est à côté de vous, c'est-à-dire votre frère, votre soeur, votre famille, vos voisins, c'est abominable. On ne souhaite ça à personne, pas même à son pire ennemi, une guerre civile. C'est terrible. Et là, parce que dans une guerre contre un adversaire extérieur, bon, il n'y a pas de problème, il y a des institutions pour ça. Il y a l'armée, et ils font leur travail. Et au besoin, ils peuvent mobiliser quelques centaines de milliers de personnes pour la réserve et assurer le fonctionnement des choses. Mais dans une guerre civile, vous vous battez contre qui? Contre quoi? Avec qui? Avec quoi? Et c'est terrifiant, c'est la désorientation et tout s'effondre. Il n'y a plus ce qui est vrai pour vous n'est pas vrai pour votre frère. C'est terrifiant. Et c'est là qu'on connaît, on sait ce qu'est vraiment la peur. Et donc, à un moment donné, on est tous individués, interpellés, on ne peut pas rester sans rien faire. Alors, il y a ceux qui fuient, évidemment, la peur excuse, c'est triste, mais c'est comme ça. Des gens fuient et ils abandonnent tout. Et puis, se forment aussi, ici et là, des noyaux de résistance, presque à notre insu. Moi, à mon insu, parce que j'avais parmi mes amis 2 écrivains, Rachid Mimouni et Tahar Djaout. C'est créé comme ça, une sorte de petit groupe qui ne militait pas, mais qui se posait la question. On se la posait 1000 fois par jour. Mais qu'est-ce qu'on fait? Où on se bat avec les islamistes? Parce que, bon, après tout, ils ont gagné les élections. Et défendant leurs droits, peut-être que ça va ramener la paix. Ou soutenir le pouvoir. Enfin bref, c'est les discussions entre qu'est-ce que je préfère, la peste ou le choléra. Et à un moment donné, l'idée que, prise de conscience qu'on est une 3e voie, mais laquelle on ne sait pas trop. Donc on s'est mis à réfléchir, à discuter, on s'est réparti le travail. On a nommé Mimouni notre ambassadeur, donc, parce que lui, il voyageait, il pouvait rencontrer... il passe dans les télés, les radios, et on le questionne et il fait passer un message. Parmi nous, il y avait des avocats, des juristes. Donc c'était la filière, travailler avec les ONG, alerter Amnesty International. On a constitué un groupe de travail qui enquêtait sur les tortures, parce qu'on entendait parler de torture. Donc un groupe, et puis un groupe qui travaille sur l'économie. Notre idée, c'était que
l'Occident ne s'intéresse pas à nos problèmes. Il s'en fiche qu'il y ait guerre civile ou pas. Il y en avait partout, de toute façon, à cette époque. Là, les tortures, bon, il y en a partout. Et donc, on s'est dit, il faut sensibiliser l'Occident sur le point sensible, c'est l'économie. Bon, il se trouve que j'étais l'économiste de la bande. Et donc, j'ai fait beaucoup de dossiers là-dessus, qu'on envoyait aux uns et aux autres. Mais bon, tout ça, ça n'a servi à rien, puisque tout ce groupe, soit ils ont été assassinés, soit ils ont fui, soit... Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvé quasiment seul, quoi. Voilà, j'avais fait le choix de rester, et j'avais fait le choix de me battre d'une manière pacifique, sans trop savoir comment faire. Non, ça a été la littérature. Mimouni n'arrêtait pas de me dire « Oh là là, qu'est-ce que tu écris bien ?» Mais voilà, donc j'ai commencé à écrire le livre le plus abominable du monde, Le Savant des Barbares, qui n'est pas un livre, hein, c'est un cri dans le désert, hein, c'est 400 pages de colère, quoi. Mais ça a vraiment servi, parce que le livre, effectivement, a été tout de suite très visible et est devenu... mais c'est à cause de l'histoire aussi, hein, qu'en Occident, il y a eu, ça a provoqué quelque chose de... Bon, au-delà de... Ce monsieur nous explique à peu près correctement ce qui se passe en Algérie, et puis il nous dit quelque part que ça va nous atteindre un jour, parce que il y a une dimension nationale dans le conflit national, mais il avait une dimension internationale. L'Algérie n'est pas sur la planète Mars. Et donc, l'islamisme était là, etc. Bref. On en reparlera de ça tout à l'heure, parce que c'est vrai que vous avez régulièrement mis en garde depuis longtemps, mais on en parlera tout à l'heure, parce que j'ai l'impression qu'on vous écoute, mais on ne vous entend pas. Venons-en à 2084. Vous y décrivez un régime totalitaire qui est inspiré par l'islam, mais plus globalement, j'ai envie de dire que c'est aussi un livre qui dénonce l'emprise de la religion sur l'homme. Je vous cite: « Qui croit a peur, et qui a peur croit aveuglément », écrivez-vous. Et je crois que c'est vraiment un des thèmes centraux du livre. La religion, la religion, c'est la religion. Évidemment, c'est une explication eschatologique. On va dire, la religion répond à ces trois questions que l'homme se pose depuis toujours. Qui sommes-nous, où allons-nous et qui sommes-nous? Voilà. Donc, la religion dit d'où vous venez? C'est de Dieu. C'est Dieu qui vous a créé de l'argile. Enfin bref, un récit de commencement. Elle vous donne un récit de commencement, Genèse, qui est magnifique. Et qui, voilà, vous savez d'où vous venez, où vous allez. Vous allez au paradis si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, et sinon vous allez en enfer. Et qui sommes-nous? Vous avez le choix. Vous pouvez être un diable, comme vous pouvez être un ange. Voilà. La religion répond à ces trois questions que tout être humain, même le plus ignorant du monde, se pose. Mais la religion a été pas seulement que ça, puisqu'elle a été récupérée par des systèmes de gouvernement. Parce que la religion répond à des questions individuelles. C'est l'homme, l'individu, qui se pose ces questions et lui dit voilà ce que tu es, voilà d'où tu viens et voilà où tu vas. Mais nous vivons en société, et donc la société a d'autres problèmes que ceux de l'individu. Et donc, et ça, c'est les pouvoirs qui règlent ces questions-là. Et ils ont trouvé dans la religion un potentiel de mobilisation, d'encadrement et extraordinaire. Et puis ils l'ont imité de toutes les façons possibles. Le dernier des dictateurs qui arrive sera obligé d'inventer un récit de commencement. C'est moi, etc. Mes parents, ma tribu, il se valorise et ça devient une religion, mais une religion en fait, une idéologie. Voilà. Vous allez loin, parce qu'en exergue de votre roman, il y a cette phrase: « La religion fait peut-être aimer Dieu, mais rien n'est plus fort qu'elle pour faire détester l'homme et haïr l'humanité. » Donc elle ne se contente pas de répondre à trois questions quand même. Mais c'est vrai, bon, très, très, très vite.
La religion, au départ, nous apprend Dieu. Donc, Dieu est un personnage merveilleux, quoi. Ça fait rêver, quoi. C'est génial comme histoire. Mais très vite, en réalité, devant Dieu, il y a une photo qui commence à s'installer. C'est Big Brother, c'est le dictateur, c'est le roi. Et donc, ça tourne à la supercherie. Et donc, voilà. Et là, du coup, on se donne de soi-même, de nous-mêmes, les humains, une image tellement abominable que quand vous voyez ce dont les hommes sont capables, regardez ce qui se passe au Daesh, ce qui s'est passé en Algérie, ce qui se passait en Europe durant la Deuxième Guerre mondiale et tout, comment pouvez-vous aimer ces hommes-là et comment pouvez-vous aimer ces sociétés-là? C'est pas possible. Ou alors c'est que vous êtes malade aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est bon quand même de prendre conscience de ces choses-là. Ah bah, quand on vous lit, on en prend très très sérieusement conscience. Le roman se passe en Abystan, immense empire qui tire son nom du prophète Abi, délégué de Yola sur Terre. Son système est fondé sur l'amnésie et la soumission au Dieu unique. On va même jusqu'à écrire ou réécrire les légendes pour remplacer l'histoire avec un grand H. On déplace les monuments tous les 10 ans en réécrivant les légendes au besoin. Donc là, on voit bien que finalement, la religion peut non seulement répondre à ces 3 fameuses questions, mais avoir une emprise totale sur les gens. À tel point que votre personnage principal, Ati, alors lui, on le découvre au début du roman, il est dans un sanatorium où cette religion a un peu moins la main mise, qui lui laisse une tout petite latitude pour réfléchir par lui-même. Et il a cette réflexion sur le bien et le mal où il se dit finalement, est-ce bien différent, le bien et le mal? Tout est conventionnel. Hein. Je veux dire que Camus disait mal nommer les choses, c'est accroître les malheurs du monde. Mais en fait, il aurait pu dire qu'on ne sait pas nommer les choses. Nous n'avons pas la capacité de nommer réellement les choses. Parce que, sauf peut-être dans le domaine scientifique, ça c'est éventuellement, et encore, hein, dire que ça c'est de la matière, oui, pour nous, mais allez demander ça à un atomiste, il vous dira non, il n'y a pas de matière. Bien que ce soit solide, c'est des atomes, et l'atome lui-même n'est que de l'énergie, et entre 2 atomes, il n'y a que du vide. Et donc au bout du compte, c'est quoi la matière? C'est une illusion. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes faits de cette façon-là. Et donc, quand le vide rencontre le vide, peut-être qu'ils auront l'impression d'exister de manière concrète. C'était quoi la question déjà? J'ai oublié un peu. C'était finalement le bien et le mal pour, oui. pour Atis, pas si différent dans sa réflexion en tout cas Oui. à ce moment-là. Donc la connaissance, donc, en dehors de quelques cas dans le domaine scientifique où effectivement, on peut dire que jusqu'à preuve du contraire, ce que nous disons est une vérité en elle-même. En elle-même. Comme voilà, la matière, bon, ok, très peu, nous ne sommes pas tous des savants atomistes, donc on peut convenir que quand on dit c'est de la matière, nous sommes tous d'accord. Mais tout le reste, en réalité, relève du consensus. Ce qui est bien ici en Suisse, vous traversez la frontière, du coup ça devient mal, là, et ainsi de suite. Regardez un islamiste, tout ce qu'il fait, attraper un mécréant et l'égorger, c'est le bien suprême. Et pour nous, c'est le mal suprême. Donc on voit bien que, en poussant le raisonnement jusqu'au bout, tout est relatif, hein, selon la théorie d'Einstein, et tout ne relève que du consensus. C'est une définition, on admet que ça, c'est ceci et cela, jusqu'à preuve du contraire. À un moment donné, il y aura toujours quelqu'un qui dira ce qu'on pensait être bien, finalement, par exemple, bien manger, c'est bien, on se sent bien, mais bon. Mais 20 ans plus tard, c'est 20 maladies qui vous assaillent. Donc ça se transforme en mal, ça va vous tuer. Vous aurez le diabète, le cholestérol, le truc, alors que pendant 20 vous avez bombauché et bonbonné pendant des années en étant dans l'idée que vous faites du bien. Et voilà, donc c'est relatif. D'où la nécessité au départ de bien s'entendre pour éviter les malentendus
il faut bien s'entendre sur le terme. Il y a un terme sur lequel, qui crée aujourd'hui beaucoup de problèmes, c'est le problème de l'intégration. On dit aujourd'hui, ah, mais c'est pas possible, c'est des gens qui viennent du Sud, ils sont pas intégrés et tout ça. C'est que au départ, on a fait venir des gens, on est parti les chercher là-bas en Afrique, venez travailler, on a besoin de vous. Alors, à l'époque, ces gens-là étaient parfaitement intégrés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la définition de l'intégration, c'était je viens te chercher pour faire de toi un ouvrier à l'usine. Alors on lui apprend 3-4 choses. Comment prendre le bus, comment venir au travail à peu près à l'heure. Après, les notions d'heure sont elles aussi relatives. À travailler, on lui apprend 3-4 choses. Et puis on dit, ah, Mohamed, il est formidable. Il est intégré. Mais le mot intégration à l'époque, c'était cela. Savoir prendre le bus, arriver à l'heure au travail, et puis en gros, voilà, 2-3 petites choses. Mais ensuite, comme on n'a pas défini. Alors à un moment donné, l'ouvrier n'est plus seulement l'ouvrier, il vit dans la ville. Et il a ses besoins d'homme, il a besoin de prier, il a besoin de ci, voilà, etc., etc. Mais personne, à cette époque, n'a défini ce que c'était la nouvelle définition de l'intégration. Donc lui, il vit naturellement. Il ressent le besoin de prier, d'égorger un mouton à l'Aïd. Et la société ne lui a pas défini ce qu'était la nouvelle intégration. Et du coup, on découvre finalement qu'on vit avec un étranger. Mais lui ne se sent pas étranger, lui se sent chez lui. Surtout que plus tard, on a fait le regroupement familial, c'est-à-dire que sa famille est là. Il a ramené avec lui le terroir, une culture, une civilisation. Et alors maintenant, on nous dit, il faut que tu t'intègres. Mais personne, là aussi, ne définit ce qu'est le mot intégration. Est-ce qu'il doit devenir chrétien? Est-ce que s'il est noir, il doit changer de couleur? Et lui-même, il se dit, mais c'est eux qui ne sont pas intégrés, ces gens-là, ils sont bizarres. Pourquoi ils sont comme ça? Et voilà, il constate aussi que les gens, par rapport à ce qu'on lui avait dit au départ, ce qu'est un Français, aujourd'hui, le Français, c'est lui-même, il dit, je suis un Européen. Donc il est désintégré, ou beaucoup vivent d'une manière très américaine. Donc c'est que tout le monde est désintégré. Et les idées changent. Le socialisme aujourd'hui, c'est pas le socialisme d'il y a 20 ans. Hein? C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a une enquête qui vient de sortir en France qui fait beaucoup parler, Oui. où on dit que 28% des musulmans résidant en France sont des ultras. Hein, j'ai même lu ce terme d'ultra dans le Figaro. On oublie de dire que 46% sont parfaitement intégrés. La seule chose qu'on garde, c'est les 28% d'ultras. Ça vous fait réagir, ça, évidemment? Forcément, on ne regarde que ceux qui gênent. Hein. Forcément. Parce que, bon, vous savez, c'est comme dans deux trains qui avancent en même temps, à la même vitesse. Du coup, vous avez l'impression que les deux trains sont à l'arrêt. Parce qu'on avance à la même vitesse. Donc, on voit. Et il faut réellement prendre conscience de la vitesse, mais seulement la vitesse relative. C'est-à-dire que si un train va à 120 km à l'heure et nous on est dans un train qui va à 110 à l'heure, le train qui est à côté, pour nous, va à 20 km à l'heure. Il traîne, quoi. Alors qu'il est à 120. Donc la société n'évolue pas de la même manière. Les riches n'évoluent pas à la même vitesse que les pauvres qui habitent en banlieue. Le riche a commencé sa vie informatique, Internet, 20 ans avant le pauvre. Donc pour lui, le pauvre est désintégré. Le pauvre, on dit, il est là, ils sont largués, il n'est plus dans le schéma. Et lui, quand il regarde le riche avec sa façon de vivre, il dit, c'est pas un Français, parce que la France, c'est pas ça. La France, c'est une tradition, c'est un truc, on vit comme ça. Donc on est dans des situations où on ne sait plus évaluer les choses. Mais pourquoi? Parce qu'on ne le définit pas ensemble. Aujourd'hui, moi je vous dis, pour les besoins du serment des barbares et de celui-ci, j'ai beaucoup enquêté dans beaucoup de pays. Dans certaines banlieues, les gens ils disent, mais ces gens-là, il faut les intégrer. Mais ça veut dire, venez à la mosquée. Majoritairement,
ils sont musulmans et islamistes dans leur quartier. Vous venez à habiter chez vous, à côté, mais vous êtes désintégrés. Et alors, ils vont tous vous aborder pour vous dire, ben, madame, écoutez, vous ne pouvez pas marcher chez nous avec une mini-jupe. Chez nous, ça ne se fait pas. Mais chez vous, c'est où? Ben, c'est sa banlieue. C'est chez lui, oui. Alors, il vous dit, ou vous habillez comme une musulmane, ou vous partez. Voilà. Et qui a... On ne prend pas conscience de ces problèmes, et ainsi de suite. De la même manière, regardez, dans la famille des socialistes, le socialiste vieille formule, mitterrandienne ou mitterrandiste, mais c'est un adarté, c'est un mammouth. Comment ils s'appellent déjà Les éléphants, oui. Non, Oui, voilà, les dinosaures. on a le choix. Hein. Dinosaures, éléphants. Socialiste moderne aujourd'hui, c'est la social-démocratie, intégrant des éléments au-delà de la social-démocratie, une construction mentale de ce que l'Europe devait être, et puis de cette américanisation du monde. Voilà, donc nous sommes tous désintégrés les uns par rapport aux autres. C'est pour ça la structure sociale de l'État-nation a disparu. Donc tout ça, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais pour des raisons... Alors, qu'est-ce qui commande l'élément nouveau, c'est celui-ci. À la limite, c'est pas grave que chacun vive comme il veut. Et c'est même très bien. À un moment donné, on disait, ah oui, les différences, on exaltait cette chose-là, la différence et tout ça. Mais c'est qu'aujourd'hui, pour des besoins de sécurité, on a besoin de... C'est comme dans le code de la route, voilà, tout le monde doit conduire à droite. S'il vous prend l'idée de rouler à gauche, c'est l'hécatombe. Le jour même, c'est l'hécatombe. Donc aujourd'hui, la régulation n'est plus la religion en réalité, n'est plus l'économie, n'est plus... C'est pas, on ne puise pas les éléments, les déterminants de l'organisation, on ne les puise plus dans ces sources-là, on les puise dans la sécurité. Parce que le monde aujourd'hui nous semble menacé de 36 000 façons, par des religions totalitaires, mais le réchauffement climatique, on se dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va être dans 20 ans? On voit des îles disparaître, on voit des mouvements de population parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans... les gens regardent la température. Le problème, ce n'est pas la température. Le problème, c'est que quand une région prend 1 degré, alors c'est rien du tout, 1 degré, c'est pas ça, mais c'est que ce degré, ce petit truc de plus en température, crée des tas de maladies. Et la nature, c'est réglé pour vivre à des températures. Donc les microbes, les bactéries, les ceci... voilà, quand il fait chaud, les maladies certaines maladies comme ça prolifèrent. Les microbes et les bactéries prolifèrent à cause de ce... mais bon, globalement, depuis des siècles, la nature et nous aussi, on s'est organisé on va dire entre moins 20 et plus 35. Et les maladies qui naissent, soit quand il fait froid ou celles quand il fait chaud, on a appris à les maîtriser. Donc ça va, un équilibre, c'est fait. Mais si on passe de moins 20 à plus 40, entre 35 et 40, ces 5 degrés modifient absolument tout. Le cycle biologique, le cycle de la végétation, prolifération de naissance de nouvelles bactéries, de nouveaux virus, de nouveaux... etc., pour lesquels nous ne sommes pas préparés. Donc avant que la température, le réchauffement tue les gens, les maladies qui naissent de cette évolution nous ont déjà décimés. Et voilà, donc c'est la sécurité. Les guerres, le réchauffement climatique, les résurgences de religion, tout ça, la monétarisation du monde, enfin bref... et donc, on s'organise en fonction seulement du critère de sécurité. Et là, il y a un grand moment de solitude pour le modérateur qui doit vous ramener à 2084 et qui va essayer. 2084, c'est une date fondatrice pour l'Albistan. Oui, je disais 2084, date fondatrice pour l'Albistan, même si personne ne sait à quoi elle correspond.
Maintenant, elle est évidemment pas anodine, cette date de 2084. J'ai lu à peu près tout et n'importe quoi sur le rapport à George Orwell. Moi, j'ai le sentiment que vous vouliez créer une sorte de résonance. C'est-à-dire que quand on veut raconter une histoire ou dire un propos, il faut bien s'accrocher à quelque chose. Donc on réfléchit. D'abord, on dit est-ce que ça vaut le coup de faire ce travail? On répond oui. Est-ce qu'on fait une pièce de théâtre ou un roman bref, il y a un questionnement qui fait que... Et puis on cherche comment la question a été déjà traitée par... donc les dystopies comme ça, il y en a plein de différentes formes. J'ai choisi 1984 pour deux raisons. Parce que je crois que c'est la dystopie, la méthode la plus fouillée, la plus complète. Mais c'est aussi parce que au lendemain de l'indépendance de mon pays en 1962, quelques années plus tard, donc un coup d'État, l'armée, la police, enfin, un système s'installe, une idéologie. Tout à l'heure j'ai parlé de révolution, etc., etc. Mais quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, jusqu'à 20 ans, on ne comprend pas ce qui se passe. D'abord, on ne le voit pas tellement. On vit sa vie de garçon et tout ça, mais dès qu'on arrive à 16, 17, 18 ans, on peut être parfaitement en harmonie avec ce système. Si votre famille est déjà dans le parti, vous faites partie de la nomenclatura, vous vous intégrez tout naturellement dans le système, vous ne le voyez pas. Mais si vous ne faites pas partie du système, vous êtes dans le malaise, parce que vous êtes contraint, vous vous sentez contraint comme ça dans plein de choses. Pourquoi ceci, pourquoi cela? On est dans le malaise, comme aujourd'hui, toute l'Europe est dans le malaise. On se pose des tas de questions à propos de tout, et de qu'est-ce que c'est que l'Europe, qu'est-ce que c'est que la mondialisation, et pourquoi si, enfin bref. Mais comme les choses se font à votre insu, les premiers temps, vous n'avez pas les clés pour comprendre, à moins d'être... Vous comprendrez plus tard, quand vous ferez des études, et là vous avez plein de clés. Vous apprendrez à ça plus tard. Mais quand vous avez 10 à 18 ans, non. Et moi, m'est tombé entre les mains à cet âge-là un petit livre qui m'a illuminé avec les copains, après le foot, après le sport, on discute. Bon, on ne comprend pas, puis on s'en fiche. Et puis, voilà. C'était 1984. Petit livre chez un bouquiniste, tout déchiré. Et moi, j'étais à cet âge-là fan de la science-fiction et je pensais que c'était un livre de science-fiction. On a été dans les années 70, donc 1984, tout truc qui renvoie au futur, pour nous, est de la science-fiction. Donc voilà, je pensais qu'il allait vous parler d'invasion des Martiens et des choses comme ça. Ceci dit, c'est vrai, parce que l'Algérie, à l'époque, était gouvernée par les Martiens. Les Martiens, juste une petite parenthèse, hein, je peux? Oui. Vous avez toute liberté ici. Oui. Parce que nous sommes en 1962, l'armée française a fait le nettoyage en Algérie, il n'y avait plus de maquis, il n'y avait plus rien, elle avait tout... et les maquis étaient vides. Et puis tout d'un coup, ils se sont reconstitués. Parce que, on savait tous, les Algériens savaient tous que le FLN a négocié avec l'armée française et que l'indépendance était imminente. Et donc tout le monde est parti se faire un passé d'anciens combattants, parce que après les guerres de libération, c'est le temps des libérateurs. Le pays leur appartient, il n'appartient pas au peuple. Parce qu'on vous a libérés, donc c'est nous les maîtres. Et plein d'opportunistes comme ça ont rejoint les maquis, et ils ont fait 2 jours de maquis, parce que le 19 mars, c'était le cessez-le-feu, et on les a appelés les Martiens, parce qu'ils sont montés en mars, on dit. Et puis d'autres... Il y a des vocations tardives en France aussi, hein, après la Deuxième Guerre. Il y a des résistants tardifs aussi. Oui, partout. Mal. Hein. Bon, mais nous, comme c'était très massif et très évident, et que c'était le mois de mars, on les a appelés les Martiens, avec un S, pas avec un T. Et puis on a vu apparaître tout de suite après des gens bizarres qu'on a appelés les Malgaches.
Ben, parce que l'armée de libération, tout ça, il y avait une organisation d'espionnage. On espionne ses ennemis, enfin son ennemi, la France. Et c'était dirigé par un ministère qui s'appelait le MALG, le ministère de l'Armement et des Liaisons Générales. Donc on les a appelés les Malgaches. Donc l'Algérie était gouvernée. Alors quand vous avez 17 ans et vous entendez ouais, les Martiens, les trucs et tout ça. Alors, et un, les Martiens. Deux, les Malgaches. Trois, ce qu'on a appelé les DAF. Alors les DAF. Mais qu'est-ce que c'est que c'est les DAF? Ben parce que dans l'armée française, il y avait beaucoup d'officiers de rang, capitaine, commandant, tout ça. Ils savaient très bien que l'indépendance, c'était dans les 3 mois qui viennent. Et ils ont déserté. On les a appelés les déserteurs de l'armée française, DAF. C'est eux les maîtres de l'Algérie, les généraux qui gouvernent l'Algérie depuis. Voilà, ils étaient commandants. Donc à l'indépendance, ces gens-là qui étaient commandants, sous-lieutenants, lieutenants, qui parlaient bien français, qui avaient l'éducation et tout ça, mais très vite ils se sont emparés du pouvoir. Les maquisards, c'était des analphabètes, c'était des bergers, des agriculteurs qui avaient rejoint les maquis, se sont battus, la plupart sont morts, puisque l'armée française avait nettoyé, donc boulevard. Alors du coup, les DAF, c'est quoi? C'est pas seulement les déserteurs ils ont déserté avec, c'est la légende, que c'est l'armée française, les gouvernements français, secrètement, c'était une opération qui, le nom ne me revient pas, c'était une opération secrète. Comme aujourd'hui, on parle beaucoup de l'opération Ronce dans les banlieues françaises. C'était dire, bon, ça y est, on va leur donner l'indépendance, mais bon, Moscou va s'emparer de ce pays très vite, parce que, ou l'Égypte, ou les Américains. Donc, il faut absolument qu'on ait un levier. Donc, ils ont appelé les officiers algériens de l'armée française en disant, bon, vous désertez, vous prenez les armes, quelques soldats avec vous, et puis voilà, et puis vous serez parce que chez nous, vous ne serez jamais plus que commandant. Là-bas, vous serez non seulement général, mais ministre de la Défense. Et donc, voilà. Alors, quand vous êtes 17 ans, et tout ça, je fais court là, hein, parce que... je me réjouis que vous fassiez long. On m'a dit qu'on n'avait qu'une heure, et moi, j'ai en général besoin de 6 ou 7 heures pour expliquer. Bon, vous avez le temps. Oui, c'est bon. Et alors, je lis 1984, c'est génial, j'ai tout compris. On a tout compris. Avec les copains, on disait, ben voilà, et voilà pourquoi le gouvernement fait ceci, fait cela, tout ça. Mais les années passent. Et puis, à un moment donné, le pauvre George Orwell ne nous expliquait plus la situation. Parce que, système totalitaire, civil, l'armée, le parti unique, Big Brother et tout ça, mais là, des personnages nouveaux, inconnaissables sont rentrés dans le jeu. C'est le Dieu, c'est Allah, c'est le prophète, c'est les saints, c'est plus Karl Marx, c'est le Coran, c'est des catégories nouvelles. Et nous étions communistes, socialistes, on ne savait rien de ça. Donc, on ne connaissait pas l'arabe, nous étions totalement francophones. Et donc on ne pouvait pas, on ne comprenait pas, on voyait circuler des êtres, ce qu'on a appelé, là aussi tu permets une petite discrétion. On y va. Vous avez mis assez d'argent dans le parcomètre, c'est bon. Les Français d'Algérie s'appelaient les Pieds Noirs, vous savez. Hein. Et donc quand, après l'indépendance, ils sont partis et on a vu arriver des socialistes de partout, Che Guevara, les intellectuels de gauche, Régis Debray, tout ça, et on les a appelés, tiens, les pieds noirs sont partis, voilà les pieds rouges. Et ils étaient tous conseillers, c'est de grands intellectuels, hein, donc, et tout ça, et puis lorsque Boumedienne, général austère, un peu comme ça, Jean Ho Chi Minh, fait un coup d'État, il les chasse. Et puis, bon, il a gouverné comme ça, en maître absolu pendant une dizaine d'années. Il meurt, arrive le nouveau président, et lui ouvre un peu d'une petite brèche comme ça aux islamistes. Et alors dit, voilà les pieds verts. Donc, et alors on voyait, mais nous,
le reste, on pouvait comprendre. Nous sommes de cette civilisation occidentale et tout ça. Mais là, on ne comprenait rien. Parce qu'aller lire le Coran, c'est fatigant. On entend des tas de choses. Bon. Et donc, j'ai cherché un livre court qui nous expliquerait. Ça n'existe pas. Personne n'a écrit ou n'a osé écrire avant cela quelque chose qui donne une clarification, puis qui explique ces choses-là. Il fallait passer par le truc scolaire, étudier le Coran, je termine, ça y est, oui, c'est bon. etc. Devenir un spécialiste de l'islam pour comprendre, au risque de devenir islamiste. Et voilà, comme je n'ai pas trouvé ce livre, je me suis dit, je vais l'écrire. Mais alors là, la grande difficulté, parce que 2084, c'est évidemment dans le futur, donc a priori, d'un point de vue grammatical et littéraire, on aurait dû l'écrire au futur. Or, il est écrit au présent, et ça, j'imagine que c'est d'une complexité folle d'écrire au présent une histoire qui n'est pas encore arrivée, tout en faisant référence à des choses qui sont d'aujourd'hui. C'est pire que ça, parce que quand j'ai envoyé le manuscrit à Gallimard, ils sont tombés par terre. Parce que le livre est écrit, on va dire, en 2100 ou voire 2000 plus. Hein, Donc on raconte à partir de 2100 quelque chose qui s'est déroulé avant 1984. Et donc, mais qui pour nous est encore loin devant. Voilà. Et c'est un présent qu'on projette. Et la grammaire française n'a pas inventé ce temps-là. Donc, elle a inventé l'imparfait, le futur, ceci, le truc. Elle n'a pas inventé ce temps. Moi, j'ai beaucoup souffert. Il faut inventer le plus que futur. Oui, voilà. Donc, raconter à partir de, disons, 2300, quelque chose qui se passe aujourd'hui, en le déplaçant en 1900. C'est pas le futur, c'est un futur passé relatif à. C'était impossible. Donc, quand ils ont lu, mon éditeur, Jean-Marie Lacouty, il m'appelle, il me dit, tu m'as fichu une migraine, j'arrive. Alors, dis-moi, ça se passe où et quand? Alors, ils ont réuni comme ça un collège de grammairiens. Ils ont quand même trouvé une solution, puisque ça. Oui. Bon, là, alors, verbe par verbe, hein, là, ce serait l'imparfait, mais peut-être que la phrase d'avant, il faut que ce soit un présent. Enfin, bref. Mais on a fait, il y a plein de tricheries là-dedans, fait en sorte que, de toute façon, le lecteur aujourd'hui ne fait plus tellement attention entre, je ne sais pas, le passé simple, le passé truc. Il y en a qui regardent encore. Oui, il y en a encore un ou deux qui regardent. Sauf, oui, les gens très super instruits, super, voient ça. Mais quand on lit ça dans le métro, on ne le voit pas. Compte tenu de la brièveté de vos réponses, je vais être obligé de rassembler une ou deux questions, donc je vais en grouper deux là tout de suite. Je reviens au roman, parce que finalement, tout ce que vous avez raconté dans les deux réponses précédentes, le thème central, c'est la liberté. Et Atti, finalement, il essaye de comprendre ce que c'est cette liberté et, dans un deuxième temps, de la reconquérir. Et vous avez cette phrase magnifique, vous dites « Il est des musiques que l'on n'entend que dans la solitude, hors de l'enceinte sociale et de la surveillance policière ». Ça, c'était ma première question. Je vais la grouper avec une suivante. Cette musique, vous, Boualem Sansal, est-ce que vous l'entendez? Et est-ce que c'est pour continuer à l'entendre que vous avez décidé de rester au pays? Oui, j'entends des voix tout le temps, bien sûr. J'ai toujours vécu dans le malaise. Moi, je suis né dans une famille déjà qui était assez problématique. Hein. Je raconte ça dans Rue Darwin, pour ceux qui ont lu Darwin. Je sors d'une vie horriblement compliquée. Voilà, et puis et on est passé d'un système à l'autre, d'un système à l'autre. Il faut tout le temps actualiser, tout le temps corriger, tout le temps revoir. Et donc, à un moment donné, on ne sait plus réellement qui on est. Bon, voilà. Mais comme ça, c'est l'individu, mais je suis aussi un être social. Moi, je suis un citoyen comme les autres. J'étais tantôt prof, tantôt fonctionnaire, c'est pas l'individu qui vit. Hein. L'individu, il essaie de vivre le soir quand il rentre chez lui, mais avec la fatigue de la journée, on
ne se connaît pas vraiment. Donc, j'ai toujours été dans la difficulté de... Alors, en plus, nous, on a changé, pas seulement de paradigme comme ça, politique, mais aussi de langue. Moi, quand je suis né français, donc je parlais que le français. Dans ma famille, on était francophone, on ne parlait que français, c'est ma langue maternelle. Puis ensuite, il faut apprendre, l'indépendance arrive, on apprend plusieurs langues à la fois sans savoir quelle est la vraie. On apprend l'arabe dialectal, qui serait une langue ancestrale de l'Algérie, mais qui est une langue dont personne ne veut. Quand l'Algérie était française, on n'en voulait pas. Le gouvernement algérien, jusqu'à présent, n'en veut pas. C'est une langue bâtarde. Le berbère, c'est pareil. Donc, c'est une langue qui a 4000 ans. D'ailleurs, on ne sait même pas d'où vient le berbère. On dit que c'est une langue celtique. Alors, on se dit, mais comment les Celtes sont arrivés là? On ne sait pas. Donc, c'est une langue bizarre, mais elle véhicule une identité. Vous savez que ce que vous appelez les berbères, eux s'appellent les amazirs, les imazirènes. Amazir au singulier, imazirène au pluriel, qui veut dire les hommes libres. C'est amazir, homme libre, imazirène, les hommes libres. Alors je ne sais pas d'où ils ont tiré ça. Mais alors, et puis ensuite, on apprend, on dit oui, mais l'Algérie, l'indépendance, nous sommes arabes. Nous sommes des arabes, et donc il faut apprendre l'arabe. Alors, mais quel arabe? C'est une petite parenthèse, c'est possible? On peut faire des parenthèses dans les parenthèses, il n'y a pas de problème. L'arabe n'existe pas. Il existe l'arabe coranique qui est une langue fabriquée avec de l'araméen, enfin bref, plein de choses comme ça. C'était juste pour les besoins liturgiques, voilà. Puis qui a été ensuite figé, parce que c'est la langue sacrée. On a déclaré que c'était une langue sacrée, donc c'est la langue de Dieu, donc il n'y a que Dieu qui peut la changer. On ne peut pas la changer. Bon, ça, tant que c'était chez les religieux qui gouvernaient, bon, ça, pourquoi pas. Ils parlent tous comme des croyants et comme des théologiens. Mais quand un État se construit, il a besoin des langues nationales. Et tous les pays dits arabes, aucun n'est arabe, mais ils se disent arabes à cause de la religion. Mais comment on fait la langue sacrée? On ne peut pas y toucher. Alors on a inventé un arabe. Sans académie, sans rien. Elle a été créée artificiellement. C'est ce qu'on appelle l'arabe moderne, qui a été inventé plutôt au Liban, un truc comme ça, sur le coin d'une table. Hein. C'est les régimes qui... En fait, l'arabe moderne, si vous entendez bien, c'est au Maghreb, c'est du français, tabla, voilà, table, ça s'appelle, en arabe moderne, ça s'appelle tabla. Vous comprenez bien que c'est table, hein. Au Proche-Orient, c'est plutôt l'anglais. Alors en prenant un peu d'arabe, un peu ci, un peu ça, puis des sonorités un peu arabes, on a créé une langue très artificielle. C'est dans cette langue que sont écrits les journaux arabes que vous voyez partout et que fonctionne l'administration. Mais vous voyez tout de suite que c'est des langues très pauvres, puisqu'elles ont été créées sur le coin d'une table, juste pour le besoin de gouvernement. En fait, c'est une langue de bois. Donc, on ne peut pas véhiculer la culture, etc., etc. Donc, on a des problèmes linguistiques aujourd'hui énormes. Et donc, il y en a des guerres linguistiques. Et voilà, enfin, je ne vais pas faire... Juste un mot, parce que dans la phrase que j'ai citée, il est des musiques que l'on entend que dans la solitude, hors de l'enceinte sociale et de la surveillance policière. Il y a aussi à la fin surveillance policière. Est-ce qu'on vous fout un peu la paix en Algérie ou est-ce qu'on continue à vous embêter? En fait, à vrai dire, j'ai jamais été vraiment embêté au sens où certains ont été embêtés, ils ont été arrêtés, torturés, emprisonnés, assassinés. Moi, j'ai jamais été... Jusqu'en 2003, j'étais un haut fonctionnaire, donc mes livres n'ont pas été perçus comme étant... Bouteflika venait d'arriver au pouvoir en 2000. Il était venu avec un discours, il n'y a pas de souci, nous on va marier l'islamisme et la démocratie, chacun ici peut faire ce qu'il veut. Et donc il y a eu des moments de détente comme ça. Mes livres sortent dans ce contexte, ils ont été
Elles ont été lues et même, je dirais, appréciées, hein. Mais c'était que, après, on a vu que la situation n'était pas. On n'arrête pas une guerre de religion comme ça, par un artifice. Bon, ben, les choses continuent sous la table, hein. On ne supprime pas l'islamisme par un discours. C'est une chose qui est là installée pour encore 3 siècles ou voire plus. On n'arrête pas une guerre de religion comme ça par. C'était Henri IV. Paris vaut bien une messe. Bon, l'édit de Nantes ou des trucs comme ça ne se règle pas comme ça continue ad vitam aeternam, j'allais dire. Et donc c'était très artificiel cette histoire-là. Et moi j'avais, et en Europe et un peu partout, on commençait à se dire c'est pas si évident ça. Là. Cette paix-là, Bouteflika nous a entourloupé, il n'y a pas plus de paix que c'est juste un répit. Entre clans, mafieux, entre trucs. Et donc, moi, j'avais, à cette époque, mon discours, c'était de dire Bouteflika, vous allez le découvrir. Pour le moment, il vous parle de démocratie, vous le croyez. Vous allez découvrir que c'est d'abord un vrai dictateur, parce que c'est le plus intelligent de tous. C'est pas comme Kadhafi et Saddam Hussein, c'est un homme très rusé. Et en plus, c'est un islamiste. Il l'a toujours été. Mais islamiste, genre Erdogan. Hein. C'est aujourd'hui qu'on découvre qu'il est islamiste. On ne l'a pas découvert au début. Au début, il disait non, bon, c'est un réformateur formidable. Il veut intégrer l'Europe, il a la laïcité, et tous les jours il souligne qu'il est laïque. Le résultat, sous une démarche très laïque et moderne et tout ça, il a construit un État islamique parfait. Voilà. Donc, et c'est Bouteflika, c'est ça. Il veut, sous couvert d'un discours moderne, démocratie, l'ouverture. C'est ça les vrais conquérants. C'est pas ceux qui détruisent tout. Et donc, mais à l'époque, personne n'entendait cela. Mais j'ai l'impression qu'on vous entend toujours pas. Parce que ça fait depuis le premier roman, Le Serment des barbares, donc ça fait 17 ans que vous attirez l'attention, notamment en Europe, en disant faites attention, ça vient plus vite que vous ne croyez, c'est presque déjà là. Alors, on vous écoute, mais on n'entend rien. Ben, c'est vrai que pendant longtemps, ça paraissait être un discours comme ça très marginal. Puis ensuite, il y a eu le printemps arabe. Tout le monde était sur un nuage. Moi, je disais, on en reparlera dans moins de 3 mois. On a ouvert une voie royale aux islamistes. Bon, c'est ce qui s'est produit. Mais à l'époque, les gens avaient besoin de rêver. Et moi, mon discours ne plaisait à personne. Les gens y croyaient, avaient besoin de rêver. Bon, maintenant, ils y viennent parce que la guerre est arrivée. Là, ceux qui niaient les choses, eh ben, la guerre, elle est sous leur balcon maintenant. Je vous sens assez pessimiste par rapport à cette guerre. On s'est rencontrés au Salon du Livre avec Yasmina Khadra et vous disiez la guerre, on l'a perdue déjà. Regardez, ce qui est les printemps arabes. Si démocratie il y avait, effectivement, elle a duré une semaine. Hein. Et c'était très marginal. C'était des petites élites, généralement proches de la nomenclatura, donc des gens qui vivent plutôt en Suisse et en France, qui rentrent dans leur pays juste pour les fêtes. Oui, ceux-là, effectivement, sont à peu près des démocrates. Après, ils sont démocrates quand ils vivent en Suisse, mais quand ils rentrent chez eux, ils se comportent en dictateurs. Hein. C'est le pillage du pays. Mais le discours qu'on a aujourd'hui en France de la part de certains politiques qui dit on risque une islamisation de la France, ils sont là finalement pour imposer et leur culture et leur religion, vous y croyez ? C'est en route. Moi, parce que moi, j'enquête. Moi, je ne me base pas sur ce que disent les journaux ou les sensations. Moi, je vais sur... et je vois tout à l'heure, je parlais d'intégration. C'est les islamistes aujourd'hui qui demandent aux Français de s'intégrer. Ils disent l'islam fait partie de la France, c'est la France.
c'est incontournable. C'est à vous de vous intégrer. D'abord, la première intégration, c'est d'accepter la chose. C'est enfin, le principe de Mao Tse-tung, quand le viol est inévitable, détends-toi et profites-en. C'est un peu... mais il a dit, mais vous inquiétez pas, vous faites, demain vous allez vous convertir comme déjà beaucoup se convertissent, et vous allez regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. Vous allez dire, ah, si on avait su, on a vraiment été un peu borné. Finalement, c'est formidable. Bon, c'est ce qui se passe partout, d'abord dans nos pays. Beaucoup de gens qui s'étaient éloignés de l'islam communiste, moderne. C'est les premiers à s'être convertis. C'est ça qui est étonnant. Alors évidemment, quand on écrit un livre comme 2084, il y a des gens qui essayent de récupérer un peu le discours. Moi, j'ai vu un texte sur le site de Riposte Laïque qui m'a fait tomber de ma chaise. Je vous le lis, puis vous me direz ce que vous en pensez. Voici un livre que tout le monde devrait lire, et en particulier les hommes politiques et les journaleux. Le ton est donné. Mais ils ne le feront pas, d'abord parce qu'ils ne savent plus lire autre chose que des rapports en langue de bois vermoulu, ensuite parce qu'ils détestent la réalité, et enfin parce que, sans doute par crainte d'une guerre civile, ils font la promotion de l'islam, amitié avec l'Arabie saoudite et le Qatar, fourniture d'armes aux rebelles syriens, accord avec l'Iran, construction de mosquées à la place de commissariat de police. Tout ça à propos de votre livre. Oui. Les récupérations de... Alors, évidemment, quand j'ai écrit ce livre, je m'attendais, bien sûr. Je m'attendais. Ça me paraissait tellement évident qu'il servait un propos et qu'il allait être... et on a eu, et d'ailleurs, je dois dire, avec mon éditeur, des discussions très approfondie sur cette question. Peut-être même avec l'idée de changer certains éléments. Mais moi, j'accepte le principe que les choses... c'est pas que je l'accepte, mais on n'y peut rien. C'est-à-dire que vous dites ce que vous voulez, les gens l'utiliseront comme ils le... Donc, il est utilisé par les uns, par les autres. Et tous mes livres, d'ailleurs, ont fait l'objet d'utilisation, mais aussi dans mon comportement. Oui. Moi, ça doit être un peu décevant, non? Parce que vous essayez d'attirer l'attention, de faire prendre conscience. Quand Donald Trump dit non seulement il n'y aura plus d'immigration de musulmans, mais on va foutre dehors les musulmans. Ouais. Oui, ça vous énerve, par exemple? Oui, absolument, oui. Mais moi, je me suis fait à l'idée qu'il ne faut pas craindre de déranger, quoi. Ou l'instrumentalisation et tout ça. Quand je suis allé en Israël, je savais tout de suite, bien sûr, les réactions que ça allait provoquer dans mon pays et partout. Mais il faut assumer ces choses-là. Alors maintenant... ceux qui, au départ, donc utilisation d'extrême droite, et ceux qui, du côté de la gauche et de la droite républicaine, ou des sans étiquettes, pensaient que c'était un peu exagéré. Tout ça, les idées évoluent maintenant. Hein, parce que ce livre est sorti avant, quand il est sorti, moi j'ai vu comme ça le basculement. On parle beaucoup de basculement en ce moment. De remplacement. Donc moi j'ai vu beaucoup de basculement de l'opinion après les attentats de Charlie, les attentats de Bataclan, etc. Les gens, oui, voilà. Mais c'est vrai que l'extrême droite continue un peu moins, parce qu'il n'y a pas que le livre, il y a aussi toutes les articles, les interventions. Que je fais qui recentre la chose. Alors, avant de donner la parole à la salle, j'ai une dernière question pour vous, Boualem Sansal. Dans l'épilogue de votre livre, il y a des dépêches d'agences ou de médias de 2084 qui annoncent qu'un dirigeant en mauvaise santé va se faire soigner à l'étranger. On est en Suisse, on n'est pas loin de Genève. Il me semble que Bouteflika s'est un peu fait soigner là-bas, non? Il ne faudrait pas qu'il lise ce dernier chapitre. Là. Enfin, non? Ah oui, bon, d'accord. Il n'est pas paru en Algérie, le dernier chapitre? Oui, oui, en quelque sorte. Il n'y a pas de... Bon. Parce qu'hier, j'ai fait une rencontre... Est-ce qu'il y a un espion dans la salle? S'il vous plaît, levez la main.
Ah, c'est lui, d'accord, il y en a un. Hier, j'ai fait une rencontre à Ségovie, dans la Casa Arabe, c'est la maison arabe, enfin, une fondation. L'Espagne a des fondations comme ça, une fondation Asie, fondation Afrique, où on étudie, fondation, enfin bref, une dizaine de fondations comme ça, et évidemment, et donc la Casa Arabe m'avait invité. Mais là, c'était un débat d'experts. Donc il y avait des gens spécialisés. Et celui qui faisait la modération, c'est un journaliste algérien qui vit en Espagne, qui dirige, qui a un programme sur la chaîne, la télévision, la une, sur enfin, un journaliste vraiment très, très, très important, hein, et très connu en Espagne. Et donc, blablabla, sur l'Algérie, les trucs, l'islam, les trucs. Et puis question-réponse. Et voilà une bonne femme qui n'avait pas du tout l'air d'une Algérienne. Moi, elle m'a épargné. Mais le journaliste, là, un vrai procès stalinien. On est resté pendant 10 minutes tous prostrés, elle nous a terrorisés. Personne n'a osé parler. Juste lui dire, s'il vous plaît, mais elle l'a assassiné. Voilà, oh là là, mon Dieu. Vous m'encouragez à donner la parole à la salle. Bon, il n'y en a pas dans la salle, mais oui, parce que c'est aussi pour l'histoire. Alors, l'histoire semble toujours écrite, toujours. Hein, donc, on voit à partir des éléments que nous avons, on peut tirer des trends et dire voilà ce qui va se passer. Mais pas du tout. L'histoire n'évolue pas vraiment comme ça. Elle évolue toujours quand on dit en marche d'escalier. C'est-à-dire c'est des ruptures, on est là, et puis tout, il s'est passé quelque chose qui modifie tout. Je pense que le décès de Bouteflika, qui sera forcément subi comme toutes les morts, va nous faire changer de marche. Bouteflika, alors juste sur cet angle-là, d'abord parce que c'est un pouvoir absolu. Bouteflika s'est arrogé la totalité du pouvoir. Donc c'est demain, c'est une voiture folle. Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Mais Bouteflika est le dernier des historiques. Ils sont tous morts. C'était le plus jeune des historiques à l'époque. C'est le dernier. Donc c'est aussi peut-être une histoire, l'histoire de la guerre, du nationalisme algérien, né après la Deuxième Guerre mondiale, et qui a fait cette tranche d'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une nouvelle histoire, alors laquelle on n'a aucune idée. Aucune idée. C'est un nouveau roman qui va s'écrire, un roman de commencement. On ne sait rien du tout. Bon, alors le reste, évidemment, plus ou moins prévisible. L'armée voudra conserver le pouvoir. Les islamistes qui sont embusqués là-dedans, machin, Daesh, qui est à la frontière libyenne, attend l'heure. L'AQMI, qui est au sud, attend. Le Maroc, qui est fatigué de l'Algérie, parce que c'est un immense, enfin dans leur analyse stratégique, c'est un immense danger pour eux. L'armée algérienne, c'est l'une des plus puissantes du tiers-monde. Super équipée, super moderne, c'est beaucoup modernisé. Donc il y a des enjeux très 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 importants. Donc il ne peut rien se passer comme il se peut qu'il y ait une conflagration vraiment très forte. Et là, voilà, alors le dernier chapitre, c'est ça. Merci pour ces propos encourageants. Je me tourne vers la salle. Si vous souhaitez poser une question à Walem Sansal, c'est maintenant. Oui, allez, on y va. Bonjour, je suis un ex-pied noir. J'ai vécu jusqu'en 1968. J'ai dû quitter l'Algérie quand Boumedienne est arrivé, parce que mon père travaillait donc pour une grande société et donc il y a eu ces vagues de nationalisation. Moi, je regarde maintenant l'Algérie et je me dis, d'après vous, comment font-ils pour résister
contre cette vague de salafistes, de courants wahhabites salafistes, qui est en train enfin, un véritable cancer, Oui. qui se propage un peu partout. Parce que, voilà. Alors là, vous me poussez dans une direction compliquée. En Algérie, il n'y a pas de salafistes. Il y a l'islamisme, l'islam a mille et une formes et il se décline différemment en fonction des pays. La Tunisie, le salafisme se répand à une vitesse incroyable, incompréhensible quand on connaît les Tunisiens, peuple pacifique, etc., etc. Le salafisme a pris là-bas. On peut dire qu'aujourd'hui, la Tunisie est salafiste quasiment à une proportion vraiment très très importante. Et c'est pas si inquiétant que ça, parce que les salafistes, contrairement là aussi à ce qu'on pense, ne sont pas dans la dimension expansionniste. Ce sont des prédicateurs fondamentalistes. C'est le retour à l'islam des origines. Donc ils peuvent être pénibles à vivre parce que c'est un retour pas au véritable, un islam archaïque. Et donc c'est une régression. En Algérie, le salafisme n'a jamais pris. Mais ça vient de ce que pendant un siècle et demi, l'Algérie était française et l'Algérie n'a jamais existé en tant qu'État. Alors que la Tunisie a existé en tant qu'État. Il y a des structures anciennes. Et puis, il faut se souvenir aussi que c'est dans ce pays que sont nés des courants religieux importants, comme les Fatimides. Et donc, il n'y a pas de salafistes au Maroc aussi. Le Maroc étant le plus vieil État du monde, il existe depuis 1200 ans. Et donc, il y a une bourgeoisie féodale très structurée, qui est capable de maintenir les choses dans les rails pendant encore longtemps. Donc, le salafisme, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il prend en France, en Europe. Alors que dans tous les pays musulmans, chaque pays est resté dans sa tradition. On est resté, par exemple en Algérie, dans l'islam sunnite, malikite, confrérique. Voilà. Et ainsi, ceci dit, les évolutions peuvent être très, très surprenantes. En revanche, alors, le fait que l'Algérie était française, qu'elle a accédé à un certain niveau de développement, etc., fait que le salafisme ne prend pas. Mais en revanche, l'histoire révolutionnaire de l'Algérie a fait que le djihadisme a pris. C'est ce qui explique que c'est en Algérie que ce qui se passe aussi au Daesh s'est installé dans les années 80 et 90. Donc ça fait déjà une trentaine d'années. C'est le côté révolutionnaire des Algériens, guerriers. Donc voilà. Alors, dans tous les pays, dans ces pays-là, l'histoire, la culture, fait qu'on arrive à comprendre. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'Europe. Parce qu'il semble qu'il y a une islamisation diverse et variée. Parce que chez nous, il y a unicité, il y a cohérence. Nous sommes en Algérie, au Maroc, nous sommes tous sunnites malékites. S'il y a des déviations, c'est à l'intérieur du sunnisme malékite. Mais en France, de par les phénomènes migratoires et que c'est des pays ouverts à trucs, vous avez toutes les formes. Vous avez le wahhabisme qui n'existe pas en Algérie, vous avez le salafisme, vous avez les hanbalismes, les trucs les plus bizarres, vous les avez tous et il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de Vatican en Europe capable de. Donc vous allez avoir tous les problèmes en même temps. Les problèmes du chiisme, les crises internes au chiisme, il y a 40 trucs, chacun se considérant les autres comme hérétiques, donc à tuer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. S'ajoutant aux contradictions de la société européenne. Communiste, pas communiste, trotskiste, etc. L'islam, qu'on appelle l'islam d'Europe ou l'islam d'Occident ou l'islam en Occident, c'est la future bombe thermonucléaire parce que c'est ce qu'on voit.
ça prend les travers de tous les... vous n'avez aucun bon côté de l'islam. En Algérie, vous avez l'islam sunnite, malékite, confrérique, beaucoup sont soufis. C'est-à-dire, c'est vraiment les anachorètes, ils sont là-bas dans le désert. Voilà, la guerre pour eux, c'est absolument impensable. Vous prenez l'islam sunnite chez les Mozabites, eux, c'est l'équivalent des Amish aux États-Unis. Ils vivent entre eux. C'est vraiment une mouche est plus violente qu'un Mozabite. Voilà, donc c'est pour vous dire. Les Touaregs, ils ont un islam sunnite, malékite, mais d'inspiration africaine, très pacifique. C'est le Mali, c'est Tombouctou, eux ne connaissent que le Sahara. Pour eux, nous n'existons pas là en Suisse, en France. Et donc, vous voyez que... Alors, en revanche, là, en Occident, vous avez pris toutes les scories. Toutes les scories. Moi, je l'ai dit à plein de gens et des responsables, je l'avais même dit, même à quelqu'un avec Chirac, que j'ai rencontré plusieurs fois, il faut essayer ou unifier l'islam, mais pas de la manière comme l'a fait Sarkozy en créant des unions. C'est tout simplement des bandits. On organise une mafia, quoi. Donc, pensant que la mafia peut, parce qu'il y a aussi cela, on a voulu, dans certains pays, domestiquer ces mouvements révolutionnaires et tout ça, en développant la mafia, parce que la mafia récupère et elle sait faire la vraie police, c'est-à-dire 3 mots et on vous liquide par la liquidation. Donc, il n'y a pas de... regardez par exemple Gouverner au nom d'Allah, qui a une petite histoire très intéressante. C'est un livre qui avait été commandé par le gouvernement allemand, parce que moi je n'avais pas l'intention d'écrire ce livre-là. C'est le gouvernement allemand, notamment par le biais des affaires étrangères, ils m'ont invité à faire une conférence comme ça, et puis ils m'ont dit oui, est-ce que vous pouvez nous écrire un livre pour nos diplomates et les services secrets, qui sont, voilà, pour comprendre. C'est comme ça que j'ai écrit Gouverner au nom d'Allah. Mais celui que vous avez, qui est publié chez Gallimard, est une version grand public. Donc, il y avait cette... parce qu'eux ont pris conscience, encore que chez eux, la situation est hyper simple. Eux, c'est l'émigration, elle est turque, donc ils ont un islam sunnite embalite, qui est austère et tout ça, mais qui est ouvert aussi à l'exégèse, à la discussion. Voilà. Et donc, j'ai écrit ce livre, et puis pendant quelques mois, j'ai fait des conférences comme ça à des jeunes diplomates qui devaient être affectés dans les pays arabes et musulmans et tout ça. Et puis, bon, quand il est apparu en Allemagne, mon éditeur Gallimard, on va le publier, mais il faudrait une version française. Je lui ai dit, c'est pas possible. En France, c'est trop compliqué. Donc, on va juste simplifier la situation. Mais parce que la France est un pays colonisateur, donc l'immigration est porteuse d'une histoire, des confrontations, de trucs qui ne sont... Il y a quelques éléments dans le roman, mais pas assez. L'Allemagne n'a pas été un pays colonisateur. Donc, ouais. Non, en ce moment, faites un commentaire, tout simplement. Pas de questions. Si. Oui, alors juste une petite question. Moi, j'ai mis vos livres dans les mains de mes élèves. J'enseigne le français. Et je vois que dans beaucoup de vos livres, vous inscrivez la langue elle-même comme thème, au fond, littéraire. Dans le village de l'Allemand, il y a les 2 journaux. Dans 2084, bon, c'est évident, il y a la langue de l'Abistan. Ça me conduit à vous poser la question suivante. Moi, je dois me battre en tant que prof contre une conception instrumentale de la langue, moyen de communication utile avant tout. Pour vous, écrivain,
qu'est-ce que c'est que le travail sur la langue? Première question. Et puis juste deuxième, c'est est-ce que vous pensez que la littérature, on la met entre les mains des jeunes gens, est-ce que vous pensez que la littérature a un pouvoir peut-être de transformation de la société? Alors, sur instruction directive, non, je vais lui donner une vraie réponse qui tient en 3 lignes. Hein. Vous connaissez Robert Heidegger, hein? Il vient de sortir un petit livre là, qui est un ou 2 mois. Il répond à toutes vos questions là et au-delà, et de manière remarquable. C'est un philosophe, Robert Heidegger. Je ne dis pas plus parce que je risque de partir très loin. J'allais parler de Robert Heidegger parce que le personnage est très intéressant. Lisez son livre, Robert Heidegger, le livre qui vient de sortir. Toutes les réponses. En plus, c'est un ami, donc on partage les mêmes idées. En le lisant, vous aurez mes réponses. Une dernière question, peut-être? Oui, voilà, j'ai pris 70 ans en lisant votre livre parce que nous y sommes arrivés en 2084. Et j'ai une question, vous pouvez répondre par oui ou par non. Connaissez-vous Éric Zemmour? Oui. Je connais. Oui, vraiment. Oui. Oui, je connais Éric Zemmour, bien sûr, mais je les connais tous. Hein. Je suis très souvent à Paris, donc il n'y a pas un débat que je n'ai pas fait. Donc oui, Éric Zemmour, je le connais depuis longtemps. À la sortie de ce livre, on s'est vus. Et il m'a dit, là, c'est presque tu t'es positionné. Non, je dis non, mais justement, non. Et j'espère que toi, tu ne vas pas le faire. Il l'a quand même fait. Il a fait 2-3 articles dans le Figaro où il dit, bon, on n'a plus rien à dire, tout a été dit dans 2084. Mais ça fait partie. Et moi, je ne raisonne pas ponctuellement. Hein, donc, c'est un processus. Le débat passe par toutes les déviations possibles et imaginables. Mais l'essentiel, c'est d'alimenter la machine à débattre. Peu importe que moi, je sois stigmatisé ou pas, insulté ou pas, c'est secondaire. Donc, il peut le faire. Merci infiniment. Je ne voudrais pas terminer cette soirée sans signaler qu'elle s'est déroulée avec le partenariat de nos amis des Rencontres internationales de Genève. Le président des rencontres, Michel Porrette, nous fait le plaisir d'être ici parmi nous. Et donc c'est effectivement avec eux que nous avons bâti ce programme. Les rencontres accueillent Boalem Sansal, Petros Markaris, Eri De Luca, Kim Thuy, dans les prochains jours à Genève. Des écrivains engagés qui mettent leurs idées au bout de leurs plumes et leur peau au bout de leurs idées. Et je crois que c'est véritablement ça, la thématique de ces rencontres de Genève. Où est l'écrivain engagé? Où est l'engagement aujourd'hui? Est-ce que la fiction peut être au service d'une réflexion sur la société? Vous dire aussi que notre prochaine rencontre littéraire aura lieu le 9 octobre. Nous accueillons Martin Caparros, écrivain, journaliste, traducteur argentin, qui a quitté l'Argentine après le coup d'État, qui a fait un détour par l'Espagne et la France, qui a commis de nombreux livres, et notamment un essai remarquable qui s'intitule « La faim », autour de la problématique de la faim. Il a mené toute une enquête dans le monde entier. Cette rencontre sera modérée par Darius Rochebin, et je crois que nous pouvons en attendre véritablement beaucoup. Vous dire aussi que